Le millionnaire est revenu à l'entreprise pour récupérer ses affaires oubliées dans son bureau. Mais en arrivant, il a trouvé son employé de ménage endormi, tenant 2 feuilles dans ses mains, et ce qu'il a lu l'a complètement bouleversé. Le vent d'automne balayait les rues de Lyon avec une intensité rare ce soir-là, brassant les feuilles mortes comme les souvenirs enfouis de Julien Morel. Après plusieurs mois d'absence, il se tenait devant l'immeuble en verre et béton qui avait abrité ses plus grandes ambitions, ses échecs les plus cuisants et ses rares victoires humaines. Le hall brillait sous la lumière froide des néons, déserté à cette heure tardive. Il ne venait pas en patron ni en visiteur officiel. Il revenait seulement pour récupérer quelques objets qu'il avait laissés derrière lui, dans son ancien bureau qu'il n'avait plus foulé depuis qu'il avait vendu sa part de la société. Une valise oubliée, quelques carnets griffonnés, peut-être une photo encadrée. Rien d'essentiel, pensait-il. Et pourtant, chaque pas qu'il faisait dans ce couloir lui pesait comme si quelque chose de plus grand que lui-même l'attendait derrière cette porte entr'ouverte. Julien avait quitté la société Morel Tech au sommet de sa gloire. Fondateur visionnaire d'une entreprise de logiciels qui avait révolutionné l'automatisation industrielle, il avait su vendre au bon moment. Les actionnaires avaient salué son départ, ses associés l'avaient fêté avec champagne et promesse de rester en contact. Mais le monde des affaires est fait d'adieux polis et de silence définitif. Depuis, Julien avait voyagé, investi, écrit quelques articles dans des revues spécialisées. Une retraite anticipée mais occupée. Ce soir, il ne revenait pas pour briller à nouveau ni pour se souvenir. Il venait simplement pour tourner une page. Il poussa la porte principale du bâtiment grâce à son badge encore actif, un oubli administratif sans doute. L'ascenseur bourdonnait lentement, grinçant comme un vieil animal qu'on réveille à contretemps. Au 7e étage, le couloir était plongé dans l'obscurité, à peine éclairé par la lueur bleutée des écrans de veille, des ordinateurs oubliés. Tout semblait figé dans une autre époque. Il marcha lentement, ses pas résonnant sur le carrelage. Chaque bureau qu'il dépassait portait encore des traces de son passage. Un mot laissé au mur, un agencement qu'il avait lui-même dessiné, des souvenirs muets. Arrivé devant la porte de son ancien bureau, Julien hésita. Elle était entrebâillée. Quelque chose l'intrigua. Il était certain d'avoir fermé cette pièce à clé lors de son départ. Il poussa doucement, la lumière du couloir glissant sur les murs clairs de la pièce. Et là, il s'arrêta net. Sur le fauteuil de cuir qui avait été le sien pendant des années, une silhouette était affaissée. Une femme, la tête penchée sur la poitrine, endormie. Elle tenait dans ses mains 2 feuilles de papier froissées, comme si elle les avait lues une dernière fois avant de sombrer dans le sommeil. Julien la reconnut presque immédiatement malgré les mois passés. Claire Delmas avait été employée de nettoyage depuis les débuts de Morel Tech, toujours discrète, ponctuelle, méticuleuse. Elle arrivait tard, après que tous soient partis, et nettoyait chaque surface avec un soin presque exagéré. Julien l'avait croisée maintes fois sans jamais échanger plus que quelques politesses. Une présence invisible et constante, comme ces rouages silencieux qui permettent à la machine de fonctionner sans jamais revendiquer leur part de lumière. Il s'approcha doucement, inquiet à l'idée qu'elle puisse être malade ou blessée. Mais son souffle régulier indiquait qu'elle dormait simplement. Sur le bureau, en plus des papiers qu'elle tenait, se trouvaient plusieurs objets qu'il avait effectivement oubliés. Une montre ancienne, héritée de son grand-père, un carnet de croquis avec la couverture en cuir usé, un stylo plume de grande valeur. Il n'y avait jamais pensé avant ce soir et pourtant, les voir là raviva une émotion inattendue. Il baissa les yeux vers les feuilles que Claire serrait toujours entre ses doigts. L'une était une lettre dactylographiée avec sa signature au bas de la page. L'autre, un schéma dessiné à la main, très technique, qui lui sembla vaguement familier. Il sentit un frisson remonter le long de son dos. Prenant soin de ne pas la réveiller, il prit doucement les papiers et s'éloigna de quelques pas pour mieux les lire à la lumière du couloir. La lettre était datée de 3 ans plus tôt. Elle semblait adressée à l'équipe de recherche et développement, évoquant un prototype visant à faciliter l'accès aux nouvelles technologies pour les personnes en situation de handicap. Il lut chaque ligne avec une concentration croissante, ses propres mots lui semblant à la fois proches et étrangers. Il avait effectivement envisagé un tel projet à une époque, mais ce n'était resté qu'un rêve griffonné parmi tant d'autres dans ses carnets. Mais ce qui le troubla réellement, c'étaient les détails. Des descriptions précises du fonctionnement de l'interface, des mentions de composants spécifiques,
de cas d'usage concrets, de limitations anticipées. Il n'avait jamais formalisé ses idées aussi clairement, encore moins dans un document officiel. D'où venait cette lettre? Et pourquoi Claire la possédait-elle? Le deuxième papier, le schéma, montrait une version plus élaborée du prototype initialement évoqué. Des ajouts y étaient faits à l'encre bleue, des corrections, des hypothèses techniques, comme si quelqu'un avait poursuivi la réflexion là où lui l'avait abandonné. Julien sentit son cœur battre plus fort. Qui avait modifié ce document? Claire? Était-ce elle qui l'avait complété? Et pourquoi? À cet instant, Claire bougea légèrement et ouvrit les yeux. Lorsqu'elle vit Julien, elle sursauta et se leva précipitamment, visiblement embarrassée d'avoir été surprise ainsi. Ses joues se teintèrent de rouge, et elle commença à s'excuser en balbutiant. Mais Julien leva une main calme. « Claire, c'est vous qui avez travaillé sur ça ?» demanda-t-il doucement, en lui montrant les feuilles. Elle resta silencieuse une seconde, puis baissa les yeux, coupable. Julien vit alors dans son regard quelque chose de plus profond que la gêne ou la peur. Il y avait là de la passion, de l'espoir, et peut-être même un peu de honte d'avoir osé s'emparer d'un rêve qui ne lui appartenait pas. Il ne dit rien d'autre. Il se contenta de s'asseoir, les papiers toujours en main, les yeux fixés sur Claire. Il venait chercher de vieux objets oubliés, et il trouvait à la place une histoire qu'il avait lui-même enterrée sans le savoir, et quelqu'un qui, dans l'ombre, l'avait déterré, nourri et peut-être même réinventé. Et au fond de lui, Julien comprit que cette nuit n'était que le début. Le silence retomba dans la pièce, aussi lourd que les souvenirs qui s'agitaient dans l'esprit de Julien. Il était encore assis face à Claire, incapable de détourner les yeux de ces deux feuilles de papier qui, contre toute attente, venaient d'ouvrir une brèche dans un passé qu'il pensait scellé à jamais. Le fauteuil grinça légèrement lorsqu'il se redressa, et Claire, bien qu'encore confuse par son réveil soudain, resta debout, droite, les mains jointes devant elle, comme si elle attendait un verdict. La pièce, faiblement éclairée par la lampe du bureau restée allumée, baignait dans une atmosphère à la fois intime et pesante. Julien tenait toujours les documents dans ses mains. Il les relut, mot à mot, sans chercher à cacher sa surprise. Chaque ligne de la lettre révélait une précision troublante, comme si elle avait été écrite avec une lucidité qu'il ne se souvenait pas d'avoir eue à l'époque. Il connaissait sa propre écriture, son style, sa façon de structurer les idées. Cette lettre portait bien sa signature, une signature ancienne, reconnaissable entre mille, mais certains termes, certaines formulations, semblaient étrangers à sa mémoire. Claire s'éclaircit la gorge. Sa voix, lorsqu'elle parla, était basse, presque un murmure, comme si elle redoutait de briser l'équilibre fragile de cet instant suspendu. « Je suis désolé, Julien. Je ne voulais pas. Je ne pensais pas que vous reviendriez ici ce soir. » Julien leva les yeux vers elle, la scrutant avec une intensité calme, sans agressivité, mais avec cette curiosité glacée qu'il réservait d'ordinaire aux situations d'analyse complexe. « Vous n'avez rien fait de mal. Je veux juste comprendre. Ces documents, comment les avez-vous eus? Et pourquoi dormiez-vous ici ?» Claire baissa les yeux, cherchant ses mots avec soin. Elle s'approcha du bureau, posa ses mains sur le dossier de la chaise pour y puiser un peu de stabilité. Puis elle leva les yeux et cette fois, son regard était franc. « J'ai commencé à les trouver. Il y a plus de 2 ans. Vous aviez l'habitude de jeter beaucoup de papiers après vos réunions. Des notes, des croquis, des idées griffonnées à la hâte. Je nettoyais souvent votre bureau en fin de soirée, une fois tout le monde parti. Un jour, par curiosité, j'ai regardé ce que vous aviez laissé sur la table, pensant que c'était peut-être important. Ce n'était que des schémas techniques, des bouts de phrases. Mais il y avait quelque chose là-dedans, quelque chose de différent. » Julien écoutait sans l'interrompre. Il se souvenait vaguement de cette période, des semaines intenses, remplies de brainstorming, d'essais avortés, de frustrations techniques. Il avait eu l'idée d'un système d'assistance technologique pour les personnes handicapées, mais le manque de soutien, les contraintes budgétaires et la pression des investisseurs l'avaient forcé à le mettre de côté. Il ne pensait pas que ce projet, à peine ébauché, avait pu survivre quelque part. « J'ai commencé à garder certains de ces papiers, » reprit Claire. « Je les lisais chez moi le soir. Je ne comprenais pas tout, bien sûr, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de précieux, quelque chose qui pourrait changer des vies. » Julien hocha la tête, pensif. « Et ces 2 feuilles ?» Claire les désigna d'un geste léger. « La lettre, je l'ai trouvée derrière un tiroir, tombée entre 2 planches. Elle était presque illisible au début,
mais je l'ai recopiée pour mieux la comprendre. Et le schéma, c'est moi qui ai essayé de le compléter. J'ai lu des livres, regardé des vidéos, suivi des tutoriels gratuits en ligne. J'ai fait de mon mieux. Un silence tomba à nouveau. Julien regardait le dessin, observant les ajouts qu'elle y avait faits. Ce n'étaient pas des modifications d'experts, mais il y avait de l'intelligence, de l'intuition, des idées concrètes, des solutions que lui-même n'avait pas envisagées à l'époque. Il leva lentement les yeux vers elle, son visage plus grave. Pourquoi avoir fait tout cela? Pourquoi ce projet-là? Vous aviez un intérêt personnel? Claire hésita puis inspira profondément. Ses yeux brillaient légèrement sous la lumière crue du bureau. Mon fils, Marc, il est en fauteuil roulant depuis ses 8 ans. Un accident de voiture, il a aujourd'hui 16 ans. Il vit avec moi. Ce que vous aviez commencé, j'y ai vu une possibilité pour lui. Une chance peut-être de vivre avec plus de liberté. Alors j'ai essayé. Je me suis dit que même si je n'arrivais pas à aboutir, j'aurais au moins essayé de faire quelque chose d'utile. Julien resta figé. Il n'avait jamais imaginé qu'un de ses projets abandonnés puisse résonner aussi profondément dans la vie de quelqu'un, et encore moins chez quelqu'un que la plupart des employés n'avaient jamais regardé autrement que comme une ombre silencieuse, un visage de passage à ignorer. « Vous êtes venu d'ici ce soir pour continuer à travailler sur ça ?» demanda-t-il. Claire fit oui de la tête. « J'ai pris l'habitude de venir de temps en temps. Personne ne m'en empêche. J'utilise les anciens ordinateurs. J'essaie de comprendre, de tester. Je sais que je n'ai pas le droit, mais je ne vole rien. Je cherche juste une réponse, un espoir. » Julien passa une main sur son visage. Il était à la fois bouleversé, impressionné et troublé. Cette femme que presque personne ne connaissait vraiment avait découvert, interprété et prolongé un de ses travaux les plus personnels, et cela sans jamais rien demander, sans chercher la reconnaissance. Elle avait agi dans l'ombre, portée uniquement par l'amour d'une mère et la conviction intime qu'une idée, aussi oubliée soit-elle, pouvait changer le destin d'un enfant. « Vous avez gardé d'autres documents, d'autres notes que j'aurais jetées ?» Claire acquiesça. « Chez moi, j'ai tout un classeur. J'ai essayé d'organiser les choses, de faire des liens. Je sais que je ne suis pas ingénieur, mais je sens que je suis proche de quelque chose. » Julien se leva. Il fit quelques pas dans la pièce, pensif. Puis il se retourna vers elle. « Ce que vous avez fait, c'est remarquable. Et ce que vous tenez entre vos mains, c'est bien plus qu'un simple prototype. C'est une idée qui mérite d'exister. Et je crois que je suis prêt à l'écouter à nouveau. » Claire le regarda sans comprendre tout de suite. Mais dans ses yeux, une étincelle naquit. Une étincelle née de cette simple vérité, elle n'était plus seule dans ce projet. Ce qu'elle avait gardé, étudié, tenté d'améliorer, n'était plus un rêve isolé. Et peut-être que ce soir, tout allait commencer à changer. Julien s'était installé à nouveau sur le vieux fauteuil de cuir, tenant la lettre entre ses mains, comme s'il tenait un fragment de lui-même qu'il croyait perdu. Il la relut pour la 3e fois, lentement, tentant de replacer chaque mot, chaque tournure, chaque intention dans le contexte de sa mémoire. Mais rien n'émergeait avec netteté. C'était sa signature, c'était bien son style, la syntaxe, le ton. Pourtant, une distance étrange persistait entre le document et sa propre conscience. Il connaissait la sensation d'avoir oublié quelque chose, un mot de passe, une conversation, une idée abandonnée à la va-vite. Mais cela, c'était autre chose. C'était comme découvrir une page d'un journal intime qu'il n'avait jamais écrit, mais qui racontait pourtant son histoire. Claire restait debout près de la bibliothèque, ses mains croisées, en attente, n'osant pas briser le silence qui s'était installé. Elle savait à la tension de ses épaules et au pli de son front que Julien était en train de remonter un chemin douloureux. Ce qu'il lisait dans cette lettre, elle l'avait lu 100 fois déjà. Elle en connaissait les tournures par cœur. Mais elle ne pouvait pas savoir à quel point cela le déstabilisait de découvrir qu'un morceau de lui, de son passé, avait vécu en dehors de sa propre conscience pendant tout ce temps. Il leva enfin les yeux, le regard encore troublé. Cette lettre, elle n'a jamais été envoyée, n'est-ce pas? Claire secoua doucement la tête. Non, elle était pliée en deux, glissée derrière le fond d'un tiroir, comme si elle était tombée ou avait été oubliée là. Julien hocha la tête lentement, absorbant l'information. Il avait toujours été méticuleux, ordonné, du moins en apparence. Mais à l'époque où cette lettre semblait avoir été rédigée, les choses allaient vite, trop vite.
Il se souvenait d'avoir tenu des réunions sur un projet d'accessibilité technologique, d'avoir échangé avec des membres de son équipe sur la faisabilité, le coût, l'intérêt à long terme. Il se souvenait d'avoir rêvé d'un dispositif capable de lire les mouvements oculaires et de les convertir en commandes pour des interfaces numériques, mais rien n'avait abouti. Et surtout, il ne se souvenait pas avoir formalisé tout cela dans un courrier aussi structuré, aussi personnel. Il relut un passage à voix haute, doucement, comme pour goûter chaque mot. Ce que nous développons ici n'est pas une simple solution logicielle. C'est un prolongement de la volonté humaine. C'est la possibilité pour ceux qu'on oublie de reprendre leur place dans le monde numérique et par là même dans la société tout entière. Il s'interrompit, le cœur serré. Cette phrase, il aurait pu la prononcer. Elle reflétait ses idéaux, sa vision, sa colère contre les systèmes qui excluent par défaut. Mais il ne pouvait s'en souvenir. Ce projet, commença-t-il, plus pour lui-même que pour Claire. Il m'obsédait. Je voulais créer une technologie accessible, intuitive, capable de transformer la manière dont les personnes en situation de handicap interagissent avec le monde. Pas par charité, par nécessité, par justice. Il marqua une pause, fixant un point invisible au fond de la pièce. Et pourtant, je l'ai laissé mourir. Claire s'approcha hésitante. Vous ne l'avez pas tué. Vous l'avez mis en pause. Il avait besoin d'une autre énergie pour continuer, une autre main pour le réveiller. Julien leva les yeux vers elle, touché malgré lui par la douceur de cette formulation. Il replia la lettre soigneusement, comme si elle était devenue un document précieux. Puis, il prit le schéma technique. Les annotations étaient rudimentaires, parfois imprécises, mais elles montraient une progression logique. Claire avait tenté de compléter les zones floues, d'imaginer des solutions avec les moyens du bord. Il y avait même des renvois vers des tutoriels en ligne, des forums de discussion, des liens imprimés à la main en marge du dessin. Il se leva, fit quelques pas vers la baie vitrée et contempla la ville plongée dans l'obscurité. Les lumières de Lyon s'étendaient à l'infini, comme un réseau neuronal vibrant sous ses yeux. Tant de fenêtres allumées, tant de vies connectées, et pourtant combien d'entre elles étaient réellement incluses dans cette hyperconnectivité moderne. Vous avez été plus loin que la plupart des ingénieurs de cette boîte, Claire. Vous avez poursuivi un projet que même moi, je n'ai pas eu le courage de défendre jusqu'au bout. Elle détourna modestement le regard. Je n'ai fait que suivre une intuition. Et je pensais à Marc. Chaque fois que je butais sur un détail technique, je me disais « Et si c'était lui, là, maintenant, face à cet écran, incapable de cliquer, incapable de parler, incapable d'interagir ?» Alors, je continuais. Julien se retourna lentement. Ses traits étaient marqués, mais une énergie nouvelle commençait à s'éveiller en lui, comme si une vieille braise venait d'être attisée. Et vous avez fait tout cela sans formation, sans soutien, sans en parler à personne. Claire fit oui de la tête. J'avais peur. Peur qu'on me prenne pour une folle. Peur qu'on pense que je volais des idées. Peur surtout qu'on me dise que je n'avais pas le droit. Julien s'approcha d'elle et posa les feuilles sur le bureau. Ce que vous avez fait, Claire, c'est la preuve que ce projet est vivant. Et si vous me permettez, je veux le faire revivre. Avec vous. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Ses yeux brillèrent d'une émotion difficile à contenir. Elle n'aurait jamais imaginé, en ramassant ces feuilles froissées sur un bureau déserté, que l'homme qui les avait écrites viendrait un jour les relire à ses côtés, et encore moins qu'il lui proposerait de les réécrire ensemble. Julien prit une profonde inspiration. Mais avant tout, je dois savoir si ce document a une valeur juridique. S'il s'agit bien d'un brouillon oublié, il peut nous appartenir. Sinon, je vais devoir me battre. Et vous allez devoir décider si vous êtes prête à continuer ce chemin avec moi. Claire n'hésita pas. Je suis prête. Et dans cette pièce qui n'était plus tout à fait la sienne, Julien comprit que son retour n'était pas un hasard. Ce n'était pas une simple quête d'objets oubliés. C'était une rencontre retardée par le temps, un projet sauvé par l'obstination silencieuse d'une mère, et peut-être le début d'une nouvelle mission. La lumière du bureau projetait une lueur chaude sur les visages de Claire et Julien, contrastant avec la froideur métallique de la nuit qui embrassait Lyon à travers les grandes vitres. Ils étaient toujours là, dans ce silence complice qui suit les révélations importantes, quand les mots deviennent superflus, remplacés par la densité d'un moment qui ne demande plus à être expliqué. Pourtant, Julien avait besoin de comprendre davantage.
Ce qu'il venait de découvrir allait bien au-delà d'un simple projet oublié ou même d'un prototype mal classé. Il y avait derrière ces documents une histoire bien plus intime, plus enracinée, qui liait cette femme discrète à une idée qu'il croyait morte. Il ne pouvait avancer sans éclaircir le cœur de cette connexion. Julien invita Claire à s'asseoir. Elle hésita un instant, puis s'installa en face de lui, les mains toujours posées sur ses genoux, comme si elle portait encore le poids de devoir se justifier. Mais cette fois, son regard n'avait plus rien d'évasif ou de craintif. Il était ancré, solide, porté par quelque chose de profondément personnel. Julien croisa les bras, se penchant légèrement vers elle. « Claire, ce projet, je comprends qu'il vous a touché. Je vois ce que vous avez entrepris pour le garder en vie. Mais j'ai besoin que vous me racontiez tout. Comment est-ce que vous avez compris ce dont il s'agissait? Comment avez-vous appris à décoder ces schémas? Et surtout, pourquoi vous ?» Claire le fixa, longuement. Elle prit une profonde inspiration, puis commença à parler d'une voix claire, presque posée, comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. « La première fois que j'ai vu vos croquis, c'était un soir où vous aviez laissé votre carnet ouvert sur le bureau. Vous étiez parti précipitamment. Il y avait là des schémas, des annotations, des idées un peu folles sur une interface à commande oculaire. Je ne comprenais pas tout, évidemment, mais je reconnaissais certains termes. J'ai toujours été curieuse, vous savez. Même avant de travailler ici, je m'intéressais à la technologie. Je lisais des articles, je suivais des blogs, mais tout cela restait loin de moi, inatteignable. Et puis, elle marqua une pause, baissant légèrement les yeux avant de reprendre. Marc, mon fils, est devenu paraplégique quand il avait 8 ans. C'était un accident idiot, un chauffard distrait sur une route départementale. En une seconde, tout a basculé. L'école, les amis, notre quotidien. Je suis devenu tout pour lui. Sa mère, sa soignante, son interprète, ses bras. Et lui, si vivant, si bavard, s'est enfermé dans un silence de colère. Ce n'était pas seulement la douleur physique, c'était la frustration de dépendre des autres pour les choses les plus simples. Julien l'écoutait sans bouger, comme figé dans l'espace. Chaque mot de Claire portait un poids émotionnel qui rendait tangible ce lien entre son projet et la vie de cette femme. Ce n'était plus une coïncidence. C'était une collision de destin. Quand j'ai vu vos idées, continua-t-elle, j'ai immédiatement pensé à Marc. Je me suis dit que si cette technologie pouvait exister, elle changerait tout. Alors j'ai commencé à récupérer les papiers que vous jetiez. J'en faisais des copies, je les classais, je les étudiais la nuit, pendant que Marc dormait. Au début, c'était un casse-tête. Les termes techniques, les symboles, les concepts abstraits. Mais j'ai persévéré. J'ai cherché des explications en ligne. J'ai lu des manuels de base. J'ai même suivi des vidéos de vulgarisation. Je voulais comprendre. Non pas pour moi, pour lui. Julien sentit une tension monter en lui. Une sorte de culpabilité sourde. Il s'était éloigné de ses rêves pour des raisons rationnelles, pression des investisseurs, choix stratégiques, priorité de croissance, sans jamais se demander qui aurait pu bénéficier de ses idées. Et là, devant lui, une femme sans formation technique avait combattu l'incompréhension, la solitude et la peur, uniquement guidée par l'amour de son fils. « Vous avez compris ce que même certains de mes ingénieurs n'avaient pas vu », murmura Julien. Claire haussa légèrement les épaules. « Je n'ai pas tout compris. Je tâtonnais, mais je connaissais le besoin. Et ça, je crois que c'est plus puissant que la compétence. Je savais ce que je voulais atteindre, même si je ne savais pas comment y arriver. » Julien prit le schéma qu'elle avait annoté. Il le regarda avec un œil neuf. Ce n'était plus seulement un croquis mal dessiné sur du papier brouillon. C'était la trace d'un effort démesuré, la manifestation d'un espoir obstiné. Il reconnut certaines de ses idées d'origine, mais ce qui l'impressionna le plus, ce furent les ajouts, des propositions concrètes, des éléments de simplification, une tentative de modélisation de l'interface avec un utilisateur type, en l'occurrence son fils. « Marc sait ce que vous faites ?» demanda Julien. Claire acquiesça. « Je lui ai montré certaines choses. Il m'encourage, mais il reste méfiant. Il a été déçu trop souvent. Des promesses de progrès, des appareils coûteux qui ne fonctionnaient pas vraiment. Alors il garde ses distances. Mais il me regarde. Il espère, je le vois. Il espère que cette fois, ce sera différent. » Julien se leva et commença à faire les 100 pas. Il sentait en lui une agitation qu'il n'avait pas connue depuis des années. L'idée que ce projet puisse être relancé avec une dimension humaine si forte, avec une raison d'exister au-delà du profit,
résonnait avec une puissance nouvelle. « Ce que vous me dites, Claire, change tout. Ce n'est plus un simple projet technique. C'est un enjeu de dignité et de justice. Et vous m'avez prouvé qu'il n'a jamais été aussi vivant qu'aujourd'hui. Il faut qu'on le reprenne. Ensemble. Mais pas ici. Pas dans cette entreprise qui l'a rejeté une fois. » Claire releva la tête. « Vous croyez que c'est possible ?» Julien répondit sans hésiter. « Non seulement c'est possible, c'est nécessaire. » Et dans cette pièce aux murs chargés de souvenirs, dans ce bureau où des idées avaient été tuées avant même d'avoir une chance, venait de naître une alliance inattendue. L'entrepreneur et la femme de ménage, le créateur et la mère, unis par un même rêve, qu'aucun d'eux ne pouvait plus abandonner désormais. Le silence était revenu dans le bureau, un silence chargé, dense, presque sacré. Julien observait Claire, désormais installée plus confortablement, comme si le poids de ses aveux précédents avait desserré quelque chose en elle. Elle semblait moins sur la défensive, mais il restait dans ses gestes une forme de réserve, comme si elle n'osait pas encore croire qu'on la prenait enfin au sérieux. Julien, lui, était resté debout, adossé à l'un des meubles bas, les bras croisés, le regard fixé sur un point flou du mur. Il sentait en lui une tension nouvelle, pas désagréable, mais exigeante. Il avait besoin d'en savoir plus, non pas par méfiance, mais parce que ce qu'il venait d'apprendre sur Claire et Marc exigeait désormais toute son attention. Il ne s'agissait plus d'une simple coïncidence. Il pressentait qu'il y avait derrière cette persévérance une histoire plus profonde, peut-être plus douloureuse encore, et qu'il lui fallait entendre. « Hein, Claire, reprit-il d'une voix posée, je crois comprendre l'essentiel, mais j'aimerais que vous me parliez de Marc, pas juste comme justification de votre engagement. J'aimerais le comprendre lui, ce qu'il vit, ce qu'il espère, parce que je sens que tout, dans ce que vous avez entrepris, part de lui. » Claire acquiesça lentement, les yeux fixés sur ses mains croisées. Marc est un garçon extrêmement intelligent, trop parfois. Il comprend tout, il ressent tout, même quand il ne dit rien. Après l'accident, il a beaucoup changé. Pas seulement physiquement, il s'est refermé sur lui-même. Il a rejeté l'aide, la pitié, les regards. Il disait toujours qu'il ne voulait pas être le gamin en fauteuil. Il voulait qu'on le voie autrement. Mais le monde ne le voyait plus que comme ça. Elle inspira profondément le regard dans le vide, rassemblant ses pensées. Pendant des années, j'ai tout fait pour l'aider à retrouver une forme d'autonomie. Des kinésithérapeutes, des spécialistes, des ergothérapeutes, des dizaines d'aides techniques, mais rien ne semblait suffisant. Soit c'était trop compliqué, soit trop cher, soit inefficace. Il y avait toujours un obstacle, toujours une limite. Et puis un jour, je l'ai surpris en train de pleurer devant son ordinateur. Il essayait de jouer à un jeu vidéo en ligne avec ses anciens amis, mais il n'arrivait pas à utiliser la manette adaptée. Il me l'a lancé au visage. Pas par violence, non, par désespoir. Julien l'écoutait avec une attention presque douloureuse. Chaque mot de Claire résonnait comme un rappel brutal de tout ce que sa société, et tant d'autres, avaient ignoré. Le besoin concret, immédiat, viscéral d'inclusion. Pas dans les slogans, mais dans les actes, dans les objets du quotidien. C'est ce soir-là, poursuivit Claire, que j'ai repensé à vos papiers, à ce croquis que j'avais trouvé dans la poubelle de votre bureau. Il parlait de capteurs oculaires, d'interfaces réactives, de commandes vocales secondaires. À l'époque, je n'avais pas compris grand-chose, mais là, dans ce moment précis, je me suis dit « et si c'était possible ?» Si au lieu de chercher des solutions prêtes à l'emploi, je prenais ce projet comme un point de départ. Elle marqua une pause, puis releva les yeux vers Julien. J'ai fait ça pour lui, évidemment, mais aussi un peu pour moi, parce que je n'en pouvais plus de me sentir impuissante, parce que je voulais lui prouver qu'il avait encore une place dans ce monde, qu'il avait le droit d'y participer comme les autres, et parce que j'avais besoin de retrouver un sens à mes nuits sans sommeil, à mes journées doubles. Julien s'assit lentement en face d'elle. Il sentait une boule dans sa gorge, une émotion brutale, presque trop forte pour être contenue. Ce qu'il venait d'entendre dépassait de loin tout ce qu'il avait pu imaginer. Claire n'avait pas seulement repris un projet par curiosité ou dévouement. Elle l'avait ressuscité par instinct de survie, par amour, par nécessité. « Vous avez transformé un concept technique en combat personnel », murmura-t-il. « Vous avez fait plus en silence que ce que beaucoup d'équipes font avec des millions d'euros et des laboratoires sophistiqués. » Claire secoua doucement la tête. « Je n'ai rien transformé. J'ai suivi une intuition. C'est tout. Mais je savais que si je ne faisais rien,
Personne ne le ferait à ma place. Julien reprit la lettre sur le bureau, celle qu'il avait probablement écrite sans jamais la finaliser, et la regarda comme on regarde un message venu d'un autre soi. Puis, il la tendit à Claire. « Cette lettre, je crois qu'elle a toujours été pour vous. » Claire la prit, émue, et la serra contre elle, sans un mot. Puis, elle le regarda à nouveau. « Vous croyez vraiment qu'on peut le faire revivre, ce projet? Qu'on peut le rendre réel ?» Julien se leva, son regard soudain durci par la détermination. « Ce n'est pas une question de croire, c'est une question d'agir. Et à partir de maintenant, Claire, on agit ensemble. On ne demande plus la permission. On ne cherche plus l'approbation des autres. On avance. » Elle se leva aussi, droite, presque plus grande qu'avant, portée par cette nouvelle promesse. « Alors, je suis avec vous, jusqu'au bout. » Et dans cette pièce oubliée, au milieu des souvenirs d'une entreprise qui avait tourné le dos à ses rêves les plus audacieux, deux volontés venaient de se lier. Non plus dans l'ombre, mais à découvert. Claire ne portait plus seulement les espoirs d'une mère. Elle incarnait désormais l'esprit d'un projet qui avait trouvé sa cause. Le lendemain matin, la lumière froide de l'aube baignait la ville de Lyon d'un éclat métallique. Julien Morel, pourtant habitué à un certain calme matinal depuis sa sortie du monde des affaires, marchait d'un pas pressé dans les couloirs d'un cabinet d'avocats niché au cœur du quartier d'affaires de la Part-Dieu. Il n'avait pas dormi. Trop de pensées, trop de souvenirs revenus à la surface. Et surtout, une urgence nouvelle, comprendre ce qu'il restait juridiquement de son ancien projet, et s'il pouvait le reprendre sans être entravé par les accords de cession signés au moment de sa sortie de Morel Tech. Installé dans une salle de réunion minimaliste, Julien fit glisser un dossier sur la table, face à son ancien avocat, maître Valéry Ricard, un homme méthodique qui connaissait chaque ligne de leur collaboration passée. Le document contenait les premières traces du projet de technologie assistive, les copies de la lettre retrouvée, le schéma annoté par Claire et un résumé rédigé par Julien dans la nuit, structurant l'objectif du dispositif et ses applications possibles. Valéry parcourut les feuilles avec une attention méticuleuse, fronçant les sourcils à mesure qu'il avançait. « Tu m'avais bien parlé de cette idée à l'époque, » dit-il en relevant la tête, « mais je ne me souviens pas que ça ait dépassé le stade de l'esquisse. » Julien hocha la tête. « C'est vrai, on avait commencé à en discuter. J'avais même rédigé des notes plus formelles, peut-être une lettre d'intention, mais rien n'a été développé en produit ou enregistré en brevet. Puis la pression des investisseurs est montée, on m'a poussé à recentrer l'entreprise sur les produits à rentabilité rapide. Tu sais comment c'était. » Valéry soupira. « Oui, et au moment de la vente, tu te souviens de la clause sur la propriété intellectuelle. » Julien sentit une crispation lui traverser l'échine. « Je m'en souviens vaguement. Elle disait que tout ce qui était en cours de développement ou susceptible d'être exploité commercialement était transféré à l'acheteur. C'est bien ça ?» L'avocat acquiesça. « Exactement. Et c'est là que ça coince. Si ce projet a été répertorié dans un document officiel, même interne, comme faisant partie de l'activité potentielle de Morel Tech, il est juridiquement leur propriété, même s'ils l'ont archivé. » Julien serra les dents. Il sentait la colère monter, non pas contre Valéry, mais contre lui-même. Il se rappelait maintenant la réunion de clôture, les piles de documents, les annexes qu'il avait signées trop vite, pensant que ce projet, abandonné depuis longtemps, n'avait aucune importance dans la transaction. Il n'avait pas anticipé que, des années plus tard, il deviendrait le cœur d'une cause qui dépassait l'enjeu technologique. Et si je veux le relancer, je ne peux pas le faire sous mon nom, pas sans l'accord écrit de la société actuelle. Et tu sais très bien comment fonctionne ce genre d'entreprise. Ils ne verront pas ça comme un hommage ou un acte humanitaire. Ils verront un potentiel commercial qu'ils n'ont pas su exploiter et que tu pourrais leur voler. » Julien se leva et fit les 100 pas dans la pièce. « C'est absurde. Ils l'ont enterré. Il n'existe même plus dans leur catalogue. Aucun plan, aucun brevet, rien. Et maintenant, ils vont s'y accrocher, juste parce que je veux lui redonner vie. » Valéry haussa les épaules. « C'est le droit, Julien. Et les contrats que tu as signés ne laissent pas beaucoup de marge. À moins que tu retrouves une clause d'exclusion ou une trace écrite prouvant que ce projet n'était pas inclus dans la vente, tu risques de t'embarquer dans un combat juridique long et coûteux. » Julien quitta le cabinet en fin de matinée, plus déterminé que jamais, mais conscient de la montagne qui s'élevait devant lui. Lorsqu'il retrouva Claire dans un petit café près des quais du Rhône, il portait sur le visage la fatigue de celui qui vient de frapper à une porte verrouillée. « Alors » demanda-t-elle aussitôt,
inquiète. Il s'assit en face d'elle et posa son téléphone sur la table. Ce projet, juridiquement, appartient toujours à Moreltech, même s'ils ne l'utilisent pas, même s'ils l'ont oublié. Il est à eux, sur le papier. Claire baissa les yeux. Cela veut dire qu'on ne peut rien faire? Cela veut dire que si on veut le relancer, il va falloir trouver une faille, un détail, quelque chose qui nous permette de le détacher de leurs mains. Ou alors, leur demander l'autorisation. Elle releva lentement la tête, son regard plus résolu qu'il ne l'avait jamais vu. « Tu penses qu'ils accepteraient ?» Julien eut un rire amer. « Pas sans condition, et sûrement pas sans vouloir en tirer un bénéfice. Ils savent qui je suis, ce que je peux créer, ce que ça peut valoir. Ils ne lâcheront pas ça par altruisme. » Claire fixa la tasse devant elle. « Alors il faut se battre, tu l'as dit hier soir. On ne demande plus la permission. » Julien hocha la tête, admiratif devant sa détermination. « Oui, mais il faut être intelligent. Commencer à créer en parallèle. Construire une version nouvelle, différente, qui s'inspire du projet initial sans en reproduire les éléments protégés. Si on arrive à prouver qu'il s'agit d'une innovation indépendante, alors là, ils ne pourront plus nous arrêter. » Claire sourit faiblement. « Tu sais que ça va être long ? » ?»« Oui, mais on a déjà quelque chose que personne d'autre n'a, une motivation que le profit ne pourra jamais égaler. » Dans les jours qui suivirent, Julien se plongea dans ses anciens carnets, ses archives numériques, cherchant une trace, un indice, un paragraphe oublié, qui prouverait que le projet n'avait pas été inclus dans les documents officiels de la vente. Il appela d'anciens collaborateurs, relut des centaines de pages de courriels archivés, retourna même dans les disques durs des anciens serveurs qu'il avait récupérés en souvenir. Rien ne semblait indiquer que le projet ait été explicitement exclu du transfert. Pire, certaines notes indiquaient que le concept avait été brièvement mentionné dans une réunion de direction, ce qui suffirait à Moreltech pour en revendiquer la paternité. Claire, de son côté, suivait discrètement des cours en ligne plus avancés. Julien avait insisté pour qu'elle ait un ordinateur performant, des logiciels adaptés et l'accès à des plateformes professionnelles. Elle se formait en modélisation, en conception d'interface, en électronique de base. Chaque soir, ils se retrouvaient pour faire le point, partager leurs avancées, corriger ensemble les schémas. Leur collaboration s'était transformée en binôme solide, chacun apportant une force unique, complémentaire. Mais un matin, alors que Julien arrivait au café habituel, Claire l'attendait déjà, le visage fermé. « J'ai reçu un appel. Quelqu'un de Moreltech, un ancien collègue de ménage. Il m'a dit que mon nom circulait dans les couloirs. Ils savent que je travaille avec toi. Et ils commencent à poser des questions. » Julien sentit son cœur se crisper. Il comprenait ce que cela signifiait. La discrétion n'allait plus suffire. Et la tempête, cette fois, était imminente. Le ciel au-dessus de Lyon avait pris une teinte d'acier et les premières gouttes d'une pluie fine commençaient à mouiller les vitres du petit café où Julien et Claire se retrouvaient désormais presque chaque jour. L'atmosphère semblait suspendue, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Julien fixait la table, silencieux, digestant la nouvelle. L'appel reçu par Claire ce matin-là ne laissait plus de place à l'incertitude. Moreltech avait vent de leur mouvement, de leurs recherches, et probablement de leur intention de faire renaître le projet. Cela ne relevait plus de la supposition, mais d'un fait tangible. Il n'était plus possible de reculer. Les regards étaient désormais tournés vers eux. Et Julien savait mieux que personne que dans le monde des affaires, ce genre de pression s'accompagnait rarement de gestes bienveillants. Il releva lentement la tête. Son visage, loin de refléter la panique, exprimait une concentration féroce, presque une forme de détermination viscérale. Le genre de regard qu'on ne lui avait pas vu depuis des années, celui d'un homme qui a décidé d'agir, malgré les risques, malgré les obstacles, parce que l'inertie n'est plus une option. Claire, assise en face de lui, attendait sa réaction, le dos droit, la mâchoire tendue. Elle n'avait pas peur pour elle-même, mais pour lui. Elle savait que s'il décidait de défier Moreltech, il le ferait de front, sans détour, comme il l'avait toujours fait. « On ne peut plus rester dans l'ombre, dit-il enfin. Il faut qu'on sorte de cette position défensive. Ils savent qu'on travaille sur quelque chose, alors autant leur montrer qu'on n'a rien à cacher. » Claire fronça les sourcils. « Tu veux dire, leur en parler directement ? » ?»« Non, pas encore. Mais on va poser les bases d'un projet indépendant. On va créer une entité légale, une structure à part entière. Je vais mobiliser des contacts, faire appel à d'anciens partenaires de confiance. Ce qu'on construit ensemble mérite d'exister par lui-même.
Et s'ils veulent nous attaquer, alors qu'ils le fassent devant la loi, pas en coulisses. Il se leva d'un bond, l'énergie revenue dans ses gestes. Sur son téléphone, il commença à faire défiler ses contacts, envoyant des messages rapides à plusieurs anciens collaborateurs, ingénieurs, designers, développeurs, avocats, tous des personnes qu'il savait loyales, ou du moins intègres. Il ne leur parlait pas encore du cœur du projet, mais il exprimait une volonté de construire quelque chose de nouveau, d'impactant, de profondément humain. L'enthousiasme de ses interlocuteurs ne tarda pas à affluer. Nombre d'entre eux étaient fatigués du cynisme du secteur, et l'idée de travailler sur une technologie à portée sociale les attirait visiblement. Julien consacra les jours suivants à structurer les bases du projet. Il loua un petit espace de coworking à la périphérie de Lyon, suffisamment discret pour échapper au radar de Moreltech, mais assez bien équipé pour accueillir des sessions de travail sérieuses. Il fit appel à un cabinet de conseil en innovation sociale, chargé d'évaluer les opportunités de financement public et privé pour des projets liés à l'accessibilité. Il établit même un premier partenariat informel avec une association locale d'aide aux personnes en situation de handicap qui accepta de les accompagner dans la définition des besoins réels des utilisateurs finaux. Pendant ce temps, Claire, soutenue par la détermination de Julien, intensifiait sa formation. Elle passait ses soirées à étudier la programmation des interfaces utilisateurs, la logique des capteurs, la reconnaissance vocale et visuelle. Julien, impressionné par sa ténacité, insista pour lui offrir un accompagnement personnalisé. Un jeune ingénieur qu'il avait formé autrefois, aujourd'hui consultant indépendant, accepta de la suivre en mentorat à distance, avec des sessions quotidiennes. Bien que peu expérimentée, Claire absorbait les connaissances avec une soif presque animale. Elle n'était plus seulement une passionnée autodidacte, elle devenait peu à peu une actrice technique du projet, capable de contribuer avec des idées précises, des solutions concrètes. En parallèle, Julien fit une découverte qu'il jugea stratégique. Plusieurs institutions européennes proposaient des subventions substantielles pour le développement de technologies d'assistance novatrices. Il monta un dossier complet, s'appuyant sur les esquisses qu'ils avaient consolidées avec Claire, mais sans jamais reprendre mot pour mot les anciens documents liés à Moreltech. Il ne s'agissait pas de copier l'ancien projet, mais d'en prolonger l'essence, en créant une nouvelle approche, un nouveau nom, une nouvelle philosophie. Ils baptisèrent cette initiative « Élan », un mot simple, porteur de mouvement, de reprise, de volonté. Malgré les premiers frémissements positifs, la tension augmentait. Un jour, Julien reçut un courrier officiel de Moreltech, une mise en demeure polie mais ferme, dans laquelle ils exprimaient leur inquiétude quant à la réutilisation potentielle d'idées développées sous leur autorité. Le ton était encore diplomatique, mais Julien comprit le message. Il les surveillait et ils étaient prêts à riposter. Il montra la lettre à Claire. Elle la lut en silence, puis leva les yeux vers lui. « Tu regrettes ?» Il répondit sans hésiter. Pas une seconde, puis avec un sourire calme, il ajouta « Mais on va devoir aller plus vite. S'ils veulent nous arrêter, il faut que le projet soit assez avancé pour qu'il devienne intouchable. Plus il prendra forme, plus il attirera l'attention, plus il deviendra dangereux pour eux et nécessaire pour le reste du monde. » Ils redoublèrent d'efforts. Julien organisa des rencontres discrètes avec des journalistes spécialisés dans l'innovation sociale. Il leur parla d'un projet en gestation, d'un prototype en développement, sans jamais dévoiler de détails juridiques ou techniques, mais en insistant sur l'impact potentiel pour des millions de personnes. Un article fut publié sur une plateforme d'influence. Le ton était sobre mais porteur. Une technologie émergente pourrait révolutionner la vie des personnes à mobilité réduite. Un projet porté par un ancien grand nom de la tech française et une collaboratrice inattendue. L'article fut partagé, commenté, relayé. Le nom de Julien réapparut dans l'actualité, et avec lui les spéculations. Claire, de plus en plus à l'aise dans son rôle, fut invitée à prendre la parole lors d'un petit colloque local sur l'innovation inclusive. Elle y raconta, sans entrer dans les détails sensibles, comment une idée laissée de côté avait croisé le chemin d'une vie chamboulée et comment, ensemble, ils avaient décidé de ne pas l'abandonner. Son intervention fut saluée, filmée, diffusée. Julien, en la regardant ce soir-là, comprit que quelque chose avait changé. Claire n'était plus simplement l'initiatrice silencieuse du projet. Elle en devenait le visage, la voix, l'âme. Et c'était elle, plus que lui, qui allait le porter vers le monde.
Le projet Élan prenait de l'ampleur. Ce qui n'était au départ qu'un embryon d'idée ressuscité par la volonté d'une mère et l'orgueil blessé d'un créateur était désormais une entité en pleine structuration. Les plans se précisaient, les schémas techniques prenaient forme, les tests préliminaires montrèrent des résultats prometteurs. Claire, de plus en plus impliquée, avait désormais une voix dans toutes les décisions. Son intuition et son expérience concrète du handicap quotidien apportaient une justesse et une humanité que les ingénieurs, même les plus brillants, n'auraient jamais pu simuler. Julien, de son côté, consacrait son énergie à protéger, financer et faire avancer le projet, jouant de ses relations, de son influence, de son expérience stratégique. Mais cette montée en puissance n'était pas sans risque. L'attention médiatique avait attiré des regards extérieurs, bienveillants pour certains, menaçants pour d'autres. Moreltech, déjà sur la défensive depuis l'article publié sur le projet, resserrait l'étau. Ce qui n'était qu'un murmure dans les couloirs s'était transformé en obsession dans les étages supérieurs. Et un jour, la trahison prit un visage. Julien reçut un appel de Valérie Ricard, son avocat, en fin d'après-midi. Sa voix était tendue, inhabituellement nerveuse. « Julien, on a un problème. Un ancien de Moreltech, ton ancien associé Benoît Langlois, vient de déposer une plainte pour violation contractuelle. Il t'accuse de réutiliser des idées, des plans et même des éléments de propriété intellectuelle appartenant à l'entreprise. Et ce n'est pas tout. Il affirme avoir des preuves que certaines informations ont été transmises de manière illicite par un élément interne à l'époque où tu étais encore à la tête de la société. » Julien resta un moment sans voix. Le nom de Benoît Langlois résonnait comme une cloche fêlée. Cet homme, qu'il avait considéré comme un partenaire loyal, avait toujours été discret, méthodique, parfois même effacé. Mais derrière cette façade se cachait un redoutable stratège, prêt à tout pour défendre ses intérêts. Julien comprit immédiatement. Ce n'était pas seulement une attaque juridique, c'était une manœuvre personnelle. Langlois voulait non seulement freiner le projet, mais le salir, le discréditer. Et il avait déjà commencé à construire son récit. Julien rappela immédiatement Claire, lui fixant rendez-vous dans leur local de travail. Lorsqu'elle arriva, son regard trahissait déjà l'inquiétude. Elle savait que quelque chose s'était brisé dans l'élan qu'ils avaient rebâti. Julien lui raconta tout, avec précision. Elle écouta sans l'interrompre, son visage se fermant peu à peu. Lorsqu'il termina, elle resta silencieuse de longues secondes avant de prendre la parole. « Tu crois qu'ils vont réussir à bloquer le projet ? » »« Pas si facilement, » répondit-il. « Mais ils vont essayer de créer le doute. Et le doute, dans ce genre de situation, peut être plus destructeur qu'une attaque frontale. Ils ont quelqu'un de leur côté, c'est ça. Quelqu'un qui les aide de l'intérieur. » Julien acquiesça. C'est ce que laisse entendre Langlois. Et si c'est vrai, il va falloir comprendre qui et pourquoi. Ils passèrent les jours suivants à réorganiser la sécurité autour du projet. Julien fit appel à un expert en cybersécurité pour vérifier les accès, les transferts de fichiers, les connexions extérieures. Il s'assura que les travaux les plus sensibles soient stockés sur des serveurs protégés et chiffrés. Il réduisit le cercle de collaborateurs autorisés à consulter les documents clés. Mais malgré toutes ces précautions, la méfiance s'était installée. Chaque nom, chaque visage, chaque message était désormais passé au crible. Pendant ce temps, la plainte déposée par Langlois faisait son chemin. Un communiqué officiel de Moreltech, publié en fin de semaine, annonçait leur intention de protéger leurs actifs intellectuels face à des initiatives concurrentes illicites, sans jamais citer Julien ni Élan, mais en laissant entendre que d'anciens employés pourraient être poursuivis pour usage non autorisé de concepts développés en interne. Le message était clair. Toute personne s'approchant du projet serait potentiellement ciblée. Claire, jusque-là résolue, commença à douter. Elle le montra peu, mais Julien le perçut rapidement. Elle était plus silencieuse, plus tendue, hésitante dans ses interventions. Un soir, alors qu'il travaillait tard sur une nouvelle version du prototype, elle s'arrêta net, le regard dans le vide. « Julien, et si je les ralentissais? Si c'était moi qu'ils voulaient atteindre? Mon nom a été cité dans plusieurs articles. J'ai pris la parole en public. Je n'ai aucune protection légale. Peut-être qu'il vaudrait mieux que je m'éloigne un temps. » Julien posa doucement sa main sur la sienne. « Claire, écoute-moi bien. Sans toi, ce projet n'existerait même pas. Tu ne ralentis rien. Tu es le cœur de tout ça. Et c'est précisément pour ça qu'ils essaient de t'intimider. Ils veulent que tu aies peur, que tu te retires,
que tu doutes. Mais si tu fais ça, ils gagnent. Et si je te mets en danger? Tu ne me mets pas en danger. Ce n'est pas toi, Claire, c'est eux. Et s'ils veulent nous détruire, il faudra qu'ils viennent jusqu'au bout. Mais moi, je ne reculerai pas. Elle le regarda longuement, puis hocha la tête. Alors je reste, jusqu'au bout comme je l'ai dit. Mais cette nuit-là, lorsqu'elle rentra chez elle, elle retrouva une enveloppe glissée sous sa porte, anonyme, sans signature. À l'intérieur, une photocopie de la plainte, une capture d'écran d'un échange de mails où son nom était cité et une note manuscrite, brève. Il est encore temps de te retirer. Protège ton fils. Claire sentit le sang quitter son visage. Pour la première fois depuis le début, la peur prit une forme tangible, pas pour elle, mais pour Marc. Le lendemain matin, l'air avait une lourdeur étrange. Claire n'avait presque pas dormi. L'enveloppe anonyme reposait toujours sur la table de la cuisine, ouverte, ses contenus étalés comme les preuves d'un crime silencieux. Elle avait lu et relu la note manuscrite, la menace à peine voilée qui la hantait depuis la veille. Le message était clair, cruel dans sa concision. Si elle ne se retirait pas, son fils pourrait en subir les conséquences. Ce n'était pas une mise en garde juridique, mais une tentative d'intimidation pure, personnelle. Cela avait brisé quelque chose en elle. Pas la volonté, mais une part de l'illusion de sécurité qu'elle croyait encore possible. Ce combat, qu'elle menait pour Marc, menaçait désormais directement son fils. Elle le savait désormais sans doute possible. Julien arriva au local de travail 1 heure plus tard, les traits tirés mais les yeux animés par une énergie neuve. Il tenait à la main une chemise cartonnée, vieillie, épaisse, remplie de documents. Lorsqu'il vit le visage fermé de Claire, il comprit aussitôt que quelque chose n'allait pas. Elle lui tendit l'enveloppe sans un mot. Il la parcourut rapidement, son expression se durcissant à mesure qu'il lisait. « Ils ont franchi une ligne », murmura-t-il. Claire hocha la tête sans répondre. Elle n'était pas en colère. Elle était fatiguée, épuisée par le combat inégal, par la brutalité froide d'un système prêt à tout pour conserver ce qu'il considérait comme son dû. « Tu veux qu'on arrête ?» demanda Julien plus doucement. Elle releva lentement les yeux vers lui et malgré la peur, malgré le doute, il y vit une lueur intacte. « Je veux qu'on gagne. » Julien posa alors la chemise sur la table. « Alors écoute ça. Cette nuit, j'ai retrouvé des archives dans une vieille malle à la cave de mon ancienne maison. Des papiers que j'avais rangés il y a des années, juste après la vente de mes parts de Moreltec. J'ai trouvé un document que je croyais perdu, ou peut-être que je l'avais oublié volontairement. C'est une version non signée du contrat de cession, mais annotée de ma main, avec les observations faites par mon avocat de l'époque. Et là, sur une page en particulier, il y a quelque chose d'important. » Il ouvrit le dossier, chercha quelques secondes, puis posa devant Claire une page sur laquelle on pouvait lire, souligné à l'encre rouge, « Exclusion formelle de tout projet non breveté ou non en cours d'industrialisation effective au moment de la signature. » Julien tapota la phrase du doigt. « Tu vois ça? C'est une clause proposée, jamais formalisée dans le contrat final. Mais si on peut prouver qu'elle a été acceptée tacitement, ou même mentionnée dans un échange de mails, on peut faire valoir que notre projet, à l'époque, n'était ni breveté, ni en cours de développement industriel. Il était en réflexion à l'état de concept. Et donc, juridiquement, il pourrait ne pas faire partie du transfert. » Claire le regarda. « Interdite. Mais ce n'est qu'un brouillon, non? » « Oui, mais ce brouillon est annoté de ma main, et il contient une piste. S'il existe un mail où l'on discute de cette clause, ou une note interne de mon avocat confirmant qu'elle avait été acceptée verbalement, alors on a un levier. Et mieux encore, j'ai retrouvé dans mes anciens mails archivés un échange entre moi et Langlois, 3 jours avant la signature. Il écrivait ceci. « Concernant les projets non formalisés, nous considérons qu'ils ne font pas partie des actifs transférés. Il ne s'en est sûrement jamais rendu compte, ou il l'a oublié. Mais maintenant, ce message peut changer toute la donne. » Claire sentit son cœur s'accélérer. Pour la première fois depuis des jours, une faille apparaissait dans l'armure juridique de Moreltec, une véritable brèche. Julien poursuivit. « Je vais transmettre tout ça à Valérie, il pourra construire un dossier solide. Ce n'est pas une garantie absolue, mais c'est suffisant pour remettre en cause leurs prétentions de propriété exclusive sur le projet. Et surtout, ça permettrait de faire suspendre la procédure en attendant que le litige soit tranché. » Claire prit la page, la relut attentivement comme si elle avait peur que les mots s'effacent. Puis elle leva les yeux.
Tu crois qu'ils vont reculer? Julien sourit froidement. Non. Mais ils vont devoir passer à l'offensive dans un terrain beaucoup plus risqué pour eux. Un tribunal, un lieu où l'intimidation ne suffit plus. Et là, ils n'auront plus le contrôle total. La nouvelle se propagea rapidement au sein de leur petite équipe. L'espoir renaissait, non pas comme une simple émotion, mais comme une stratégie tangible. Julien confia la sécurisation des documents à un notaire de confiance, fit certifier les anciens mails, les annotations, les dates. Il construisit un argumentaire juridique cohérent, étayé par des éléments matériels et par le témoignage de plusieurs anciens collaborateurs qui pouvaient confirmer que le projet n'avait jamais été mis en production. Parmi eux, une ingénieure senior, aujourd'hui retraitée, accepta même de signer une attestation indiquant que le dispositif en question n'avait jamais dépassé le stade de la conceptualisation. Mais Julien savait que cela ne suffirait pas. Il fallait aussi préparer l'opinion. Il contacta un journaliste d'investigation qu'il connaissait depuis longtemps, un homme droit, rigoureux et surtout indépendant. Il lui raconta tout. Le projet, son abandon, la résurrection initiée par Claire, les menaces, la plainte et désormais la possible preuve que Moreltec n'en était pas le légitime propriétaire. Le journaliste, après plusieurs jours de vérification, accepta de publier un article complet, argumenté, documenté. Il n'y avait pas de sensationnalisme, seulement des faits. L'article parut un vendredi matin. Il fit l'effet d'une onde de choc. Les réactions furent immédiates. Sur les réseaux sociaux, dans les sphères spécialisées en innovation technologique, dans les milieux associatifs, les questions se multiplièrent. Pourquoi une entreprise refuserait-elle de laisser revivre un projet bénéfique? Que cachait-elle? Qui était cette femme qui s'était battue dans l'ombre, seule, pour faire avancer une idée? Et pourquoi avait-elle été menacée? Ce même jour, Julien reçut une convocation officielle. Une audience préliminaire serait organisée dans les 15 jours afin de déterminer si le projet pouvait être considéré comme une propriété litigieuse ou non. C'était un premier pas, mais un pas décisif. Le soir, alors qu'ils se retrouvaient dans leur local habituel, Claire semblait à la fois soulagée et nerveuse. « On entre dans une zone de turbulence, dit-elle. Il va falloir tenir. » Julien acquiesça. « On tiendra. Et cette fois, ils devront écouter ce qu'on a à dire. Pas parce qu'on crie plus fort, mais parce qu'on est enfin entendu. » Le jour de l'audience arriva sous une pluie battante. Lyon, couverte d'un manteau gris, semblait retenir son souffle. Julien et Claire se présentèrent au tribunal accompagnés de Valérie Ricard, dont la démarche calme et assurée contrastait avec la tension ambiante. Devant le bâtiment, quelques journalistes attendaient, notes et micros en main. Depuis la parution de l'article d'investigation, l'affaire avait pris une ampleur inattendue. Ce n'était plus seulement une querelle juridique, elle cristallisait désormais des questions de fond sur la propriété intellectuelle, l'éthique technologique et les droits des petits créateurs face aux mastodontes de l'industrie. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était solennelle. Le juge, un homme austère à l'expression impassible, faisait défiler les documents devant lui sans commentaire. De l'autre côté de la pièce, l'équipe juridique de Moreltec au complet était menée par un avocat redouté, spécialiste des contentieux industriels. Il avait ce regard perçant de ceux qui ne laissent rien passer et un ton tranchant qui coupait les silences comme un scalpel. Benoît Langlois était assis derrière, sans expression, les bras croisés. Il ne regardait ni Julien ni Claire. L'audience s'ouvrit sur un exposé des faits par la partie demanderesse. L'avocat de Moreltec développa un argumentaire basé sur le contrat de cession signé des années plus tôt. Il affirma que Julien avait, en connaissance de cause, transféré l'ensemble de ses droits sur les projets en cours ou à venir et que toute initiative lancée par lui dans le même domaine constituait une violation manifeste de cet accord. Il parla longuement de protection des actifs, de propriété intellectuelle, d'antériorité des concepts. Sa plaidoirie était impeccable, millimétrée, et chaque mot semblait calculé pour décrédibiliser l'initiative de Julien et Claire en la présentant comme une entreprise opportuniste maquillée en cause humanitaire. Lorsque vint le tour de Valérie Ricard, le ton changea, moins agressif, mais ferme. Il exposa les éléments retrouvés dans les archives personnelles de Julien, le document préliminaire, la clause excluant les projets non brevetés et surtout l'échange de courriels dans lequel Langlois lui-même reconnaissait que ces projets ne faisaient pas partie de la cession.
Il cita les témoignages d'anciens collaborateurs, les dates précises, et rappela que le projet, à l'époque, n'avait jamais été présenté au comité de développement. Ce qui n'en faisait pas un actif industriel, mais une idée dormante, privée de tout encadrement formel. Puis, à la surprise générale, il annonça que Claire Delmas souhaitait être entendue à titre de témoin. Un murmure parcourut la salle. Les avocats de Moreltec protestèrent mollement, mais le juge accepta, intrigué. Claire se leva, traversa la salle lentement, son dossier de notes à la main. Lorsqu'elle s'installa à la barre, il y eut un bref silence. Tous les regards convergèrent vers elle. « Madame Delmas, vous pouvez vous exprimer librement », dit le juge d'un ton neutre. Claire hocha la tête. Elle parlait d'une voix calme, posée, mais chaque mot portait une charge émotionnelle authentique. « Je ne suis ni ingénieure ni avocate. Je suis femme de ménage. Pendant des années, j'ai nettoyé des bureaux, ramassé des papiers, croisé des gens qui ne me regardaient pas. Mais un jour, j'ai trouvé un document abandonné, un croquis, une idée. Et cette idée m'a parlé parce qu'elle correspondait exactement à ce dont mon fils avait besoin. Elle raconta tout, sa découverte, ses nuits passées à étudier, ses tentatives de compréhension, ses erreurs, ses progrès. Elle ne minimisa rien. Elle expliqua comment Julien était revenu par hasard, comment leur échange avait tout relancé. Elle parla du projet Élan, de ce qu'ils avaient reconstruit sans copier, sans voler, simplement en croyant que cette idée ne méritait pas l'oubli. « Ce que nous faisons, dit-elle, ce n'est pas une copie d'un ancien plan. C'est une réponse vivante à un besoin réel. C'est une technologie née du silence, du vide, de ce que les grandes entreprises comme Moreltec considèrent comme négligeable. Mais pour nous, c'est vital. Et pour mon fils, cela signifie la possibilité de redevenir acteur de sa propre vie. » Sa voix trembla légèrement, mais elle continua, droite, le regard fixé sur le juge. « Si défendre mon enfant et les autres comme lui, c'est une faute, alors je suis coupable. Mais ce que nous avons construit, nous l'avons fait avec honnêteté, avec respect. Et je crois profondément que les idées n'appartiennent pas à ceux qui les abandonnent, mais à ceux qui les font vivre. » Il n'y eut pas de réaction immédiate. Même l'avocat de Moreltec semblait momentanément désarçonné. Le juge demanda une suspension de séance pour examiner les pièces du dossier et les déclarations. Julien rejoignit Claire dans le couloir. Elle tremblait légèrement, encore sous le choc de son propre courage. Il posa une main sur son épaule, sans mots. Après 2 heures de délibération, l'audience reprit. Le juge énonça une décision provisoire. Compte tenu des éléments présentés et de la complexité du litige, il suspendait l'effet de la plainte, autorisant Julien et Claire à poursuivre leur projet jusqu'au jugement définitif. De plus, il invitait les 2 parties à trouver un accord extrajudiciaire, considérant que l'intérêt public du projet pouvait justifier une issue non conflictuelle. À la sortie du tribunal, la presse était là. Julien, fidèle à sa discrétion, se contenta d'un bref commentaire. Mais c'est Claire que les journalistes entourèrent, et pour la première fois, elle répondit. Calme, humaine, inébranlable. Son témoignage avait résonné. Pas seulement dans la salle d'audience, mais dans tout ce que cette histoire représentait désormais. Une lutte pour la justice, pour la dignité, pour la capacité d'agir, même lorsque tout semble perdu. Les jours qui suivirent l'audience furent marqués par une étrange tension suspendue, comme si chaque respiration du projet Élan dépendait du battement régulier d'une montre invisible. Julien, pourtant habitué aux enjeux de haute voltige, ne parvenait plus à trouver le sommeil profond qui autrefois le caractérisait. Il relisait sans cesse les pièces du dossier, analysait chaque mot du juge, chaque inflexion de voix durant les débats. De son côté, Claire, plus discrète, retrouvait peu à peu une forme de paix intérieure, convaincue que son témoignage avait touché là où les argumentaires techniques échouaient parfois, dans la chair, dans le vécu, dans l'humain. Puis, sans préavis, une convocation officielle arriva. L'audience finale était fixée dans un délai exceptionnellement court. L'affaire avait été jugée prioritaire en raison de son caractère d'intérêt public et de l'attention médiatique qu'elle avait suscitée. Julien prit cela comme un signe, ni favorable ni défavorable, mais comme la preuve que ce qu'ils avaient déclenché dépassait désormais les simples enjeux de propriété intellectuelle. Le jour venu, la salle d'audience était pleine. Des représentants d'associations, des journalistes, quelques étudiants en droit, des familles concernées par le handicap. Tous étaient venus, non pas pour applaudir un verdict, mais pour assister
à un moment de bascule possible. La cour était la même, le juge aussi, mais l'ambiance avait changé. Ce n'était plus un affrontement technique, c'était devenu une question de société. L'avocat de Moreltec présenta ses derniers arguments avec le même professionnalisme glacial. Il insista sur les risques de dérive si l'on acceptait que des projets issus de contextes professionnels puissent être relancés sans autorisation, même des années après. Il parla de jurisprudence, de précédents dangereux, de la nécessité de protéger l'innovation dans un cadre rigoureux. Ces mots étaient aiguisés, mais l'atmosphère avait changé. L'arrogance juridique semblait moins audible face aux récits humains qui avaient émergé dans le débat. Valérie Ricard, fidèle à sa méthode, opta pour une plaidoirie sobre, construite, factuelle. Il reprit les éléments clés, la clause exclue du contrat, les échanges de mails, les témoignages, l'absence de brevet, l'inaction de Moreltec. Il montra qu'Elan n'était pas une copie, mais une construction neuve inspirée d'une idée abandonnée. Et surtout, il rappela que Julien n'avait jamais eu l'intention d'en tirer un profit personnel. Le projet avait été relancé parce qu'il pouvait changer des vies, et il n'avait été combattu que parce qu'il échappait à un contrôle purement économique. Lorsque le juge revint avec sa décision, un silence dense tomba sur la salle. Il s'éclaircit la voix, posa ses lunettes et lut lentement. Après examen des faits, des documents présentés et des témoignages entendus, la Cour reconnaît que le projet en litige, dans son état initial, n'a jamais fait l'objet d'un dépôt de brevet ni d'une mise en production industrielle à la date de la cession des parts de M. Morel. Elle considère en conséquence qu'il n'entrait pas dans le champ des actifs transférés à Moreltec au moment de la transaction. Un murmure parcourut l'Assemblée. Par ailleurs, la Cour note que les travaux développés depuis par M. Morel et Mme Delmas relèvent d'un développement indépendant, bien que partiellement inspiré d'idées antérieures. Aucune preuve d'une reproduction directe ou d'un usage frauduleux de documents internes n'a été apportée. La voix du juge se fit plus solennelle. En conséquence, la plainte déposée par Moreltec est rejetée. Le projet Elan est reconnu comme une initiative indépendante, légitime et non fautive. Aucune action judiciaire ne saurait être poursuivie contre ses fondateurs. La salle explosa en applaudissements. Julien sentit ses épaules se relâcher pour la première fois depuis des semaines. Claire, assise à côté de lui, resta immobile quelques secondes, comme si elle n'osait croire à la réalité des mots qu'elle venait d'entendre. Puis, lentement, elle ferma les yeux et laissa échapper un souffle long, chargé de tout ce qu'elle avait porté jusque-là. À la sortie du tribunal, les caméras étaient là. Cette fois, Julien s'avança. Il ne lut pas de communiqué. Il parla avec ses mots, simples, sincères. Ce que nous avons défendu ici, ce n'est pas seulement un projet technologique. C'est l'idée que l'innovation appartient aussi à ceux qui vivent le besoin, pas seulement à ceux qui ont les moyens. Claire Delmas a fait plus pour cette technologie que n'importe quelle réunion d'experts. Elle a vu ce que nous avions oublié, qu'une idée, si elle peut changer une vie, mérite d'être poursuivie. Puis, il s'écarta. Claire, visiblement émue, s'exprima à son tour. « Je n'ai jamais voulu combattre une entreprise. Je voulais juste qu'on écoute ce que les personnes comme mon fils vivent chaque jour. Ce projet, maintenant qu'il est libre, appartient à toutes celles et ceux qui ont besoin de retrouver un peu d'autonomie. Et nous allons le faire avancer. Parce que maintenant, plus rien ne nous arrête. Le jour même, plusieurs associations de défense des droits des personnes handicapées publièrent des communiqués de soutien. Des collectivités locales prirent contact avec Julien pour proposer des partenariats. Le nom du projet Elan commença à circuler dans les cercles spécialisés, non plus comme une curiosité ou une bataille juridique, mais comme une innovation à suivre, sérieuse, crédible, humaine. Julien et Claire reçurent des invitations pour présenter leurs prototypes dans différents salons. Les premiers fonds publics furent débloqués pour soutenir leurs recherches. Et comme un symbole, un grand quotidien titra en une. Une femme de l'ombre libère un projet qui va changer la lumière. La victoire n'était pas seulement judiciaire. Elle était morale, sociale, et surtout elle ouvrait un espace nouveau. Un espace où les idées abandonnées, lorsqu'elles trouvent une main pour les relever, peuvent devenir des tremblements de terre. Le vent qui soufflait sur les quais du Rhône ce matin-là semblait chargé de promesses. La ville de Lyon s'éveillait doucement, mais dans un petit local industriel rénové aux abords de la presqu'île, une agitation fébrile régnait. C'était le premier jour officiel d'Elan en tant qu'entreprise.
Julien et Claire, entourés de quelques ingénieurs et collaborateurs désormais pleinement intégrés au projet, s'affairaient à organiser l'espace, brancher les machines, vérifier les derniers détails logistiques. Ce qui avait commencé dans le silence d'un bureau abandonné, entre deux feuilles retrouvées par hasard, devenait à présent une entité légale, une structure vivante, prête à impacter le monde réel. Le local, modeste mais fonctionnel, comportait un atelier de prototypage, une salle de test, un petit espace de coworking pour l'équipe et un bureau vitré où Claire et Julien avaient choisi de s'installer côte à côte. La première commande de composants était arrivée la veille. Des microcontrôleurs, des capteurs oculaires de haute précision, des dispositifs de retour haptique. Rien de spectaculaire à première vue, mais dans l'ensemble, chaque élément représentait un pas vers la concrétisation du prototype. Julien avait tout financé avec ses fonds personnels, refusant pour l'instant toute levée de capital externe, souhaitant garder une totale liberté sur les orientations technologiques et éthiques de l'entreprise. Claire, elle, s'occupait de finaliser le programme d'expérimentation. Grâce au réseau qu'ils avaient tissé, plusieurs centres de rééducation et associations s'étaient portés volontaires pour tester les premiers modèles. Parmi les bénéficiaires pressentis, un nom revenait toujours, Marc. Son fils, désormais âgé de 17 ans, avait suivi l'évolution du projet à distance, entre admiration silencieuse et prudence douloureuse. Il connaissait les promesses, mais aussi les désillusions. Claire n'avait jamais forcé les choses. Elle savait que son fils viendrait quand il serait prêt. Et ce jour-là, il arriva. Il poussa la porte du local en fin de matinée, aidé de son fauteuil électrique dernier modèle. Julien fut le premier à le voir. Il se leva aussitôt, s'avança vers lui, tendit la main. Marc l'observa quelques secondes, puis la serra sans un mot. Il était grand, les traits fins, les yeux d'un bleu clair intense, mais son regard portait le poids de ces années à lutter contre une vie figée. Claire accourut, essuya une larme discrète et l'invita à découvrir les lieux. Marc suivit les explications sans interrompre, concentré, presque sévère. Puis, lorsqu'on lui proposa de tester la première version du prototype, il hocha simplement la tête. L'installation fut rapide. On plaça un bandeau équipé de capteurs sur son front, un petit écran devant lui et un boîtier de contrôle relié à son fauteuil. Julien lui expliqua le fonctionnement général. Le dispositif suivait les mouvements oculaires, interprétait les intentions grâce à un algorithme intelligent et traduisait le tout en commandes spécifiques. Ce n'était pas encore une interface commerciale. C'était une version d'essai imparfaite, parfois capricieuse, mais c'était une réalité. Marc se concentra. Son regard fixa l'écran. Un curseur se déplaça lentement, puis une commande fut validée. Une lumière s'alluma. Un mouvement se produisit. Le fauteuil fit un léger pivot. Marc eut un léger sursaut, puis recommença. Cette fois, le mouvement fut plus fluide, plus précis. En l'espace de 5 minutes, il avait compris l'essentiel. Il testait, explorait, repoussait les limites du système. Claire, à côté, retenait son souffle. Julien observait, silencieux. Puis Marc se tourna vers sa mère, un sourire naissant aux lèvres, et dit simplement « Ça marche ». 3 mots, rien de plus. Mais ces 3 mots résonnèrent comme un tremblement dans l'atelier. Claire éclata en sanglots. Julien ferma les yeux, submergé. Les ingénieurs se regardèrent, émus. Car dans cette déclaration, il n'y avait pas que l'expression d'un succès technique. Il y avait la validation de toute une démarche. 2 mois de lutte, de peur, de résistance. C'était la victoire de l'humain sur l'indifférence. Dans les jours qui suivirent, Marc devint le premier testeur officiel du dispositif. Ses retours furent précieux. Grâce à lui, ils optimisèrent l'ergonomie, corrigèrent des bugs, améliorèrent la fluidité des interactions. Il proposa même des idées d'évolution. Son regard de jeune utilisateur, à la fois exigeant et lucide, apporta une clarté nouvelle à l'équipe. Julien, bluffé par sa maturité, proposa de l'intégrer aux réunions de développement en tant que consultant. Marc accepta, à condition qu'on ne le traite pas comme un cas d'étude, mais comme un membre de l'équipe. L'initiative fit du bruit. Un reportage fut diffusé sur une chaîne de télévision nationale, présentant Elan comme une start-up atypique, née d'une alliance improbable entre un ancien dirigeant et une employée de l'ombre. Claire, invitée sur le plateau, raconta à nouveau son parcours, mais cette fois, elle fut introduite non plus comme la femme de ménage devenue cofondatrice, mais comme Claire Delmas, entrepreneuse,
conceptrice d'une technologie inclusive. Ce changement de ton n'était pas anodin. Il reflétait une transformation plus profonde, le regard que la société commençait à porter sur les parcours non conventionnels, sur les innovations nées hors des laboratoires, dans le silence des marges. Julien, de son côté, resta discret dans les médias. Il préférait agir, bâtir. Il préparait déjà la version 2 du dispositif, pensait à une déclinaison pour les enfants atteints de troubles moteurs, envisageait une plateforme d'open source pour permettre à d'autres développeurs d'enrichir le projet. Il savait que la bataille était loin d'être terminée. Les grands groupes observaient, parfois curieux, parfois menaçants. Mais ils n'avaient plus peur, car désormais, ils n'étaient plus deux à porter élan. Ils étaient une équipe, une famille de pensée, unie par un objectif clair, rendre possible l'impossible. Et dans ce local modeste, entre les cartons de composants, les écrans allumés et les notes griffonnées sur les murs, se jouait chaque jour une révolution discrète. Pas une révolution de marché, une révolution de sens, parce que parfois une entreprise ne se fonde pas pour conquérir le monde, mais simplement pour le rendre un peu plus habitable pour ceux qui y vivent sans qu'on les voie. Un an après l'ouverture officielle d'Élan, les choses n'étaient plus tout à fait les mêmes. Ce qui au départ n'était qu'un projet sauvé des oubliettes, né dans l'intimité silencieuse d'un bureau abandonné, avait désormais pris la forme d'une entreprise reconnue, respectée, et surtout profondément humaine. Le prototype initial, après des mois d'amélioration, de tests et de retours utilisateurs, était devenu un dispositif complet, accessible, fiable, baptisé officiellement Elan One. Sa promesse restait simple: redonner de l'autonomie à ceux que les systèmes traditionnels avaient laissés de côté. Le dispositif permettait, grâce à une combinaison de capteurs oculaires, de reconnaissance faciale et d'intelligence contextuelle, de piloter un fauteuil roulant, un ordinateur, ou même certains éléments domotiques par le seul regard ou de micro-mouvements de la tête. Plusieurs institutions publiques et privées, impressionnées par la robustesse et la simplicité du système, avaient signé des conventions pour équiper des centres de rééducation, des établissements scolaires spécialisés et même des foyers individuels. Le ministère de la Santé, après une longue période d'évaluation, venait tout juste d'annoncer l'inclusion d'Elan One dans le registre des dispositifs médicaux remboursables. Marc, désormais jeune adulte, était devenu l'ambassadeur naturel du projet. Non seulement parce qu'il en avait été le premier utilisateur, mais parce qu'il avait compris, plus que quiconque, la portée de cette technologie. Il intervenait régulièrement dans des conférences, des salons, des webinaires, toujours avec une sobriété qui trahissait une maturité peu commune. Il refusait de se présenter comme un symbole ou un miracle. Il se définissait comme un usager exigeant, rappelant à chacun que la vraie innovation ne réside pas dans l'ingéniosité technique, mais dans l'impact réel sur la vie des gens. Claire, quant à elle, avait finalisé sa formation en ingénierie appliquée. L'Université de Lyon, touchée par son parcours hors norme, lui avait offert un accompagnement personnalisé pour valider ses acquis et formaliser ses compétences. Elle était désormais reconnue comme conceptrice en ergonomie et design inclusif. Elle avait supervisé l'intégration des retours utilisateurs dans toutes les phases du développement et dirigeait à présent une petite équipe de recherche interne, composée en partie de personnes issues de milieux atypiques, comme elle. Des profils écartés du système classique, mais porteurs de visions singulières, d'idées fraîches, de réalités souvent ignorées. Julien, lui, avait retrouvé quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment connu dans ses années de succès, un sentiment de légitimité intérieure. Ce projet, plus que tous les autres, avait donné un sens concret à sa vie. Il n'était plus simplement le brillant entrepreneur qui avait su vendre au bon moment. Il était devenu un bâtisseur silencieux d'impact. Il refusait désormais les interviews centrées sur lui-même, préférant mettre en lumière le travail de son équipe, les témoignages d'utilisateurs, les avancées concrètes. Sa réussite n'était plus comptable. Elle était mesurée en sourires, en gestes rendus possibles, en vies débloquées. Élan avait essaimé. Et des antennes locales s'étaient ouvertes dans d'autres régions françaises, chacune avec une autonomie de développement, mais reliée à une même charte éthique, proximité avec les usagers, co-conception systématique, transparence sur les choix technologiques. Le modèle séduisait. À l'étranger, des partenariats se nouaient. En Belgique, au Canada, au Maroc, au Vietnam, des équipes reprenaient le dispositif pour l'adapter à leur contexte.
Chaque adaptation était partagée, enrichissant la base commune. L'entreprise grandissait mais sans jamais céder à la tentation de l'hypercroissance. Julien répétait souvent que l'objectif n'était pas de conquérir des parts de marché, mais de conquérir des parts d'oubli. Un jour, Marc revint dans le bâtiment de l'ancienne Morel Tech, désormais réaffecté à une pépinière d'entreprise sociale. Par curiosité, il demanda à visiter l'étage où sa mère avait trouvé les 2 feuilles à l'origine de tout. Il entra seul dans le couloir, poussa la porte de l'ancien bureau de Julien, redevenu depuis une salle de réunion impersonnelle. Il resta là quelques minutes, observant la pièce vide, puis avant de partir, il sortit un feutre noir de sa poche et écrivit sur un coin du mur, à hauteur de fauteuil, « Tout commence quelque part, même ici ». Quelques semaines plus tard, Claire y repassa par hasard. Elle vit l'inscription, la reconnut aussitôt et ne dit rien. Elle s'assit sur la chaise près du mur, ferma les yeux et se rappela, non pas la peur, ni les nuits d'études, ni les menaces, mais ce premier moment où elle avait osé croire qu'elle avait le droit d'y croire. Elle resta longtemps ainsi, puis se leva et, en quittant la pièce, laissa la porte entr'ouverte, comme elle l'était ce soir-là. Julien, quant à lui, gravit régulièrement les marches de son propre passé. Il retournait parfois dans les archives de sa jeunesse, relisait ses anciens carnets. Un jour, il tomba sur une note griffonnée à la hâte qu'il avait écrite bien avant la création de Morel Tech. Elle disait « Un projet n'a de valeur que s'il touche quelqu'un qui n'a rien demandé ». Il sourit. Sans le savoir, il avait écrit l'épitaphe de son ancienne vie et l'éveil de la nouvelle. La boucle semblait bouclée, mais elle ne l'était pas. Elan continuait de croître, de s'adapter, de surprendre. L'entreprise lançait désormais des formations destinées aux aidants familiaux, proposait des modules éducatifs dans les écoles, accompagnait des projets d'inclusion dans des zones rurales isolées. Le cœur battait toujours, alimenté par ce lien unique entre une idée et un besoin, entre un geste et une vie. Et si Julien revenait parfois seul, dans ce même bureau d'où tout avait commencé, c'était non pas pour se souvenir, mais pour mesurer le chemin parcouru. Il s'asseyait dans l'ancien fauteuil, regardait la ville à travers la vitre et pensait à Claire, à Marc, à tous ceux qu'il ne connaissait pas encore mais qui, grâce à ce projet, retrouveraient bientôt un peu de pouvoir sur leur quotidien. Ce n'était pas une fin, c'était une continuité. Une preuve que parfois les plus grandes transformations ne naissent pas dans le bruit des grandes décisions, mais dans le silence d'un geste oublié, dans les mains d'une femme invisible, dans le regard d'un enfant qui refuse de renoncer. Et dans ce bureau, désert mais vibrant d'histoire, Julien souriait, car il savait qu'il était revenu là, non par hasard, mais par nécessité, par destin, par justice.